Encore un nouveau dimanche que nous passons à votre compagnie dans le cadre de cette émission, la revue de presse grand format pour commenter ce qui aura fait l'essentiel de l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Transport, politique, football, médias sont les différents milieux que nous allons explorer dans cette émission avec nos invités qui sont Ténébert Ousmane, secrétaire général de rédaction du journal L'Avenir. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. Et Sylvain Debailly, journaliste à connexioниvoirienne.net. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité de cette semaine ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Au sommet de cette édition, les nouvelles dispositions en lien avec l'exercice du transport VTC, véhicule de transport avec chauffeur. La rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et Albert Mabry Touakeus, président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. On revisitera le passé dans cette émission pour revenir sur la situation à la Fédération ivoirienne de football, dont l'élection du nouveau président a été fixée au 23 avril 2022. Un sujet qui était au menu des échanges la semaine passée. Ce sera dans la séquence rétro et on mettra un thème à ce programme dans les médias avec la suspension de RFI et France 24 au Mali. Mais avant le Mali, faisons la synthèse de l'actualité de cette semaine ici en Côte d'Ivoire. Mercredi 16 mars 2022 passé, l'autorité de régulation du transport intérieur a produit un communiqué invitant l'ensemble des opérateurs des activités de transport de personnes, notamment le VTC, le covoiturage, à se conformer au décret pris par le gouvernement en décembre 2021 dans les meilleurs délais, décret stipulant que toute entreprise de transport exécutant un service de transport par VTC doit avoir des véhicules répondant à plusieurs conditions, notamment être âgé au moment de son utilisation pour réaliser l'activité de VTC de 5 ans maximum à compter de sa première mise en circulation, avoir un moteur d'une puissance nette supérieure ou égale à 84 kW ou 114 chevaux. Alors, Ténébert Ousmane, que pensez-vous de cette nouvelle disposition relativement au VTC? Oui, il faut dire que c'est une mesure gouvernementale qui s'inscrit dans un contexte à relever. Vous êtes sans ignorer que les taxi-compteurs ont grévé un moment, ont fait des grèves un moment, ont dénoncé une concurrence déloyale que leur faisaient ces VTC et ils avaient souhaité que l'État intervienne pour réguler le secteur. Et je crois que c'est dans cette veine que ce décret est pris. C'est vrai qu'il suscite un peu de mécontentement ici et là et c'est légitime, c'est normal, mais je crois que le gouvernement doit expliquer davantage le contenu de ce décret-là. Il n'est pas suffisamment expliqué, vous le pensez? Oui, quand je dis suffisamment, il faut rencontrer les acteurs, les écouter, leur permettre de poser les questions qu'il faut pour en trouver des solutions. Sinon, le décret, je le comprends, il met fin, il peut mettre fin à la concurrence déloyale. D'autant plus qu'il permet et ne permet plus à tous les véhicules de faire du VTC. Donc, ces véhicules peuvent faire du transport, mais pas du VTC. Cela va les conduire à se ranger donc, du côté des taxi-compteurs, donc à payer les taxes et en tout cas faire face à toutes les charges dont ils étaient disposés, dont ils étaient, je dirais, dispensés dans le cadre du VTC. Donc, ce qui conduisait à la concurrence déloyale. On dit 114, puissance de 114 chevaux. Voilà, c'est des véhicules d'une certaine dimension. Voilà. Donc, je pense que ça peut réguler. Il faut donc expliquer et faire comprendre aux gens
ce qu'ils doivent faire. Alors, Debaye, au regard de l'analyse de Ténébé, est-ce qu'on peut dire que c'est une justice qui est faite aux acteurs de taxi-compteurs? Non, ma foi, je ne crois pas que les mesures prises par le gouvernement aient pour objectif de faire justice à une corporation. Je pense que si on est dans la logique du gouvernement, c'est pour réguler un certain type de transport qui est en train de prendre de l'émergence, si on peut s'exprimer ainsi. Mais ce qu'il y a lieu de dire encore sur ces mesures, je pense que en même temps qu'elle soulage peut-être, comme il le dit, une certaine corporation, une catégorie de la corporation des transporteurs, en particulier les taxis-compteurs, en même temps, c'est une mesure aussi qui fait des grincements de dents. Au niveau des VTC. Au niveau des VTC. Parce que on n'a pas encore tous les chiffres, mais je crois que ce secteur-là, de plus en plus pourvoyeur d'emploi. Et même selon des chiffres, on nous parle de 40 000 personnes qui sont employées par ce secteur. Voyez-vous, 40 000 personnes. Je pense que c'est quand même un chiffre qui est assez significatif, qui est représentatif. C'est donc un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Alors, est-ce que pour le plaisir des taxis-compteurs, faut-il encore créer une certaine forme de contrainte, disons, d'injustice pour cette nouvelle catégorie? Je ne crois pas que le décret... Alors, vous considérez cela comme une injustice à l'endroit des VTC? Forcément, ça va être interprété comme tel. Le gouvernement justifie peut-être sa mesure, on peut peut-être la comprendre. C'est-à-dire que c'est des types de véhicules qui ne sont pas adaptés au transport de cette espèce-là. Le gouvernement disait qu'il n'appelait pas à la disparition des VTC, que la mesure qu'ils prennent, la mesure que le gouvernement prend, ce n'est pas pour faire disparaître les VTC, mais c'est pour réguler le secteur. Moi, je pense que il faut, comme il a dit, faire preuve de pédagogie pour faire comprendre la mesure, parce que à ce moment-ci, elle ne se comprend pas de cette manière. Elle ne se comprend pas comme étant de la régulation pour pouvoir, en tout cas, garantir quelque part la sécurité des personnes même qui utilisent ce genre de moyens de transport. D'accord. Alors, vous avez parlé de mécontentement, de grincement de dents de la part des acteurs du VTC. Est-ce que ces grincements de dents, il faut les comprendre, ça se justifie? Oui, c'est en cela que la pédagogie tire toute sa justification. Ici, il ne s'agit pas de mettre des gens au chômage, mais il s'agit de réguler. On parle de 114 chevaux, alors que selon l'un des responsables des VTC, les chevaux sont limités à 85. On ne leur demande pas de garer les véhicules. Mais là, on demande 114. On ne leur demande pas de garer les véhicules. Je pense que de façon implicite, on leur demande de faire comme les autres et de payer les taxes régulièrement. En tout cas, de faire comme les taxis-compteurs qui ont un certain nombre de charges alors qu'ils sont sur le même terrain. C'est-à-dire que ici, c'est la question de la concurrence déloyale qui sera réglée. Si vous avez un véhicule en VTC, que vous roulez en VTC, qui ne répond pas à ces critères, alors vous êtes amené à vous constituer maintenant en entreprise avec votre véhicule, votre matériel, votre capital que vous avez, pour en constituer une entreprise régulière, et le terrain est là. Vous aurez en tout cas toutes les dispositions pour pouvoir faire votre travail. Je pense que l'enjeu de tout cela, c'est de moderniser le transport en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, il y a un peu de désordre. L'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez des taxis compteurs, en tout cas tous ceux qui prennent les gens en ville, et puis ceux qui sont chargés d'accompagner peut-être les gens d'une certaine catégorie, les gens de luxe, parce que VTC même, je crois que c'est véhicule de tourisme, on dit généralement transport, mais c'est tourisme avec chauffeur. Donc l'idée, c'est de réserver ça à une catégorie de véhicules de luxe entre guillemets, en tout cas, c'est pas n'importe quel véhicule, mais des véhicules quand même d'une certaine aisance qui peuvent assurer ce secteur-là. Là, les autres ne diront pas, on ne parlera plus de concurrence déloyale,
Parce que quand vous avez un véhicule d'une certaine dimension qui répond à ces critères-là, alors on peut vous laisser faire tranquillement ce travail. Mais si c'est un véhicule comme les autres taxis-compteurs et autres, autant vous assujettir à toutes ces taxes-là. Et je crois que si cette mesure est bien expliquée et qu'on fait des facilités, parce que là aussi c'est une question importante, il faut faire des facilités à tous ces gens-là qui sont dans ce secteur-là. Vous parlez de facilité, vous parlez de quoi concrètement? Oui, pour constituer, on ne se met plus aujourd'hui à faire du transport parce qu'on a un véhicule. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut. Il faut constituer une entreprise. Or, ceux qui étaient dans le VTT, bon, ils avaient la possibilité de, si tu as l'application, tu prends ton véhicule avec, ça passait. Mais maintenant, là, il faut pouvoir rentrer dans le secteur de façon formelle. Donc, l'État, je pense, je propose que l'État facilite la migration de ces véhicules-là, de tous ceux qui sont dans ce secteur-là, vers les taxis compteurs et qu'on les taxe, qu'on les prélève de la même façon, de sorte qu'on ne parle plus de concurrence déloyale, parce que l'État est avant tout juste. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est une proposition, une solution que vous partagez? Oh, c'est peut-être une piste, mais je pense que il faut circonscrire l'avènement des VTC dans l'évolution technologique. Il parlait tout à l'heure de concurrence déloyale. Oui, je suis peut-être d'accord, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de vouloir imposer les taxis, je veux dire, vu du côté des taxis-compteurs, c'est de vouloir imposer leur façon de travailler aux autres. Vous voyez, les VTC aujourd'hui, on n'a plus besoin de changer la couleur, bien de faire la couleur de son véhicule. Il suffit qu'on ait un véhicule qui réponde quand même à un certain standard. Et ça marche avec une application. Donc, s'il y a concurrence déloyale, ce n'est vraiment pas de leur fait. C'est peut-être du fait de l'État qui n'a pas su encadrer ou bien qui n'a pas vu venir ce modèle de transport. Et donc, qui, voyant l'ampleur de la situation, se dit maintenant que il est temps peut-être de réguler ce secteur. Est-ce qu'il est tard, est-ce qu'il n'est pas tard? Je pense qu'il appartient à l'État de prendre les bonnes mesures. De prendre les bonnes mesures parce que ce qu'on attend en ce moment, bon, s'il y a des grincements de dents, s'il y a de la grogne, c'est qu'on n'est pas encore, au juste milieu pour satisfaire tout le monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a eu d'abord les taxis communaux qui ont le secteur. Il y a eu les taxis compteurs, qu'on appelait taxis-compteurs parce qu'il y avait à bord un dispositif qui permettait de facturer. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Ça veut dire qu'on est passé d'un palier à un autre. Aujourd'hui, les taxis-compteurs, comme on le dit, ça se négocie. Vous voyez, et aujourd'hui, avec l'évolution, avec la technologie, avec l'informatique, on a aujourd'hui ces véhicules-là, avec Yango et autres, qui marchent aujourd'hui avec l'Internet. Donc, je crois qu'il faut encore chercher, le bon tempo et le juste milieu pour pouvoir faire chose et pour pouvoir réguler ce modèle de transport qui n'est pas de leur fait. Parce que ces véhicules qu'ils utilisent, c'est l'État qui a permis que ces véhicules rentrent en Côte d'Ivoire. Donc, chemin faisant, on ne peut pas leur interdire de faire ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Attendez, vous qui avez parlé tout à l'heure de concurrence déloyale, si Debaye estime que s'il y a concurrence déloyale, c'est parce que l'État n'a pas su encadrer l'avènement de ce moyen de transport. Et c'est ce que l'État est, de mon point de vue, en train de faire. C'est bien cela. Et pour ce qui concerne la migration vers la numérisation, comme les Yango le font, c'est quelque chose qui s'impose. Les taxis-compteurs n'ont plus le choix que de chercher à s'adapter à ce nouveau modèle. On ne peut plus continuer à chose qu'on appelle négocier. On est dans une phase de transition. Dans 5-10 ans, je suis convaincu, et dans d'autres pays, on le voit. Ça peut disparaître. Voilà. Ouais, mais ce sera vraiment le même moule. On ne verra plus tous ces taxes-là vont utiliser les mêmes applications. Mais aussi de trouver un nouveau modèle pour pouvoir s'insérer. On peut Tout à fait. forcément leur dire d'aller faire du Yango. Si les Yango, comme on les appelle communément, sont reversés dans le même registre que les taxis-compteurs, ils ne vont pas renoncer à leur technologie. Ils vont toujours utiliser leur application. Et la concurrence va toujours
exister, et les taxis qui continuent de négocier là vont se voir mettre en minorité. Ils seront obligés, s'ils veulent exister, obligés de s'aligner sur les Yango. Je crois que c'est ce qu'il faut voir dans ces mesures-là. Il faut permettre à tous ceux qui ont les véhicules d'une même puissance, les taxis compteurs, c'est pratiquement les mêmes puissances, hein, en bas là, de 140, 114 là. Donc que tous ceux-là travaillent sur le même secteur et se fassent la concurrence. De sorte que chacun tire son compte. Et je suis convaincu que si ça se fait comme ça, vous allez voir que les vrais taxis-compteurs, ceux qu'on appelle taxis-compteurs, vont chercher à prendre l'application et le problème va se régler de Alors, peut-être que l'existence de ces mécontentements s'explique par le fait que ces dispositions ne seraient pas adaptées aux réalités socio-économiques de notre pays. Oui, ben, pourquoi pas, je conviens avec vous. Et même quand il parle de migration, quand il parle de changement peut-être de comportement, si on peut résumer ainsi, on a vu l'avènement de Taxi Ivoire. On a pensé que bon, c'était le nouveau modèle et tout, mais à l'épreuve du terrain, qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont rejoint, très vite ils ont déchanté, ils ont rejoint les taxis compteurs qu'on appelle les tomates là. Écraser la tomate. Vous voyez, ils sont revenus très rapidement, ils sont maintenant en mode de négociation aussi. Vous voyez, donc c'est souvent le terrain qui impose la cadence. C'est le terrain qui impose la cadence et moi je pense que l'État qui se souvient maintenant qu'il faut taxer le secteur doit pouvoir prendre en tout cas les bonnes mesures, doit pouvoir prendre les bonnes dispositions. On parle souvent de puissance fiscale, on parle de puissance technique. Bon, je pense qu'il appartient à l'État qui impose les différentes taxes de pouvoir trouver la meilleure formule pour pouvoir contenter tout le monde. D'accord, c'est bien compris. Nous allons progresser dans cette émission pour aborder le deuxième sujet de cette première partie de l'émission. Il s'agit de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Albert Mabry Touakus. C'était le mardi 22 mars 2022 au palais présidentiel à Abidjan Plateau. La première rencontre entre les deux hommes depuis le départ de Mabry Touakus du RHDP en août 2020. Alors, Ténébé, cette rencontre, elle vous inspire quoi? Oui, l'arène politique, elle est dynamique. Donc, on l'a vu avec le président Gbagbo qui est revenu de la Haye. Il a été reçu. À Finguessan, ça a été la même chose. Un peu avant, c'était Henri Konan Bédié. C'est vrai que c'est lui qui s'est déplacé pour aller au Golfe pour le recevoir. Et aujourd'hui, c'est le président de l'UDPCI qui est reçu. Voilà, je pense que c'est vraiment la dynamique de l'arène politique. Mais c'est aussi une forme de légitimation qu'on donne à chose comment on appelle Albert Mabry Touakus. Voilà, il est maintenant rangé du côté du moins au même niveau que certains hommes politiques. Gbagbo a été reçu à Finguessan et aujourd'hui c'est lui qui est reçu. Je pense que d'abord, à la première regard, c'est un grand politique. Voilà. C'est cela? Oui, ça le repositionne du moins dans sa dynamique d'homme politique. Voilà. Et je pense que en définitive, c'est l'arène politique qui est dynamique et c'est de bon augure. Alors, Sylvain Debaï, ça repositionne politiquement Mabry Touakus. Il était comment? Bon, est-ce que la rencontre du président de la République avec son opposant, si cela participe du repositionnement de l'homme politique Mabry Touakus, bon, je n'en dirai pas plus, mais ce qu'il faut voir, dans cette affaire, c'est que ici, ça prend l'allure de quelque chose d'exceptionnel, alors que c'est ce qui devait être courant dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais ici, notre crise... Mais qui justifie cela ou trouve cela comme exceptionnel? Non, je vais dire, aujourd'hui, quand le président de la République reçoit son opposant, ben, ça fait tourner, ça donne
droit à toutes sortes d'interprétations, ça fait tout de suite à l'actualité, alors que ça devait être un peu la routine. Peut-être que c'est quelque chose de très rare en Afrique. Voilà, c'est parce que c'est justement, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui devait être la routine devient chez nous une exception et est porté tout de suite au devant de l'actualité. Tout simplement, je dis qu'une rencontre avec Mabry Twaqueusse, c'est comme serait une rencontre avec le président Rikona Bédié, comme une rencontre Ouattara Gbagbo, seulement que pour chaque personnalité prise, il y a, comme elles sont toutes différentes, elles ne sont pas forcément les mêmes personnalités, bon, ça peut donner un petit grain de piment à la chose. Mais dire que ça repositionne Mabry, bon, je ne crois pas tellement. Les deux hommes ont été ensemble. Les deux hommes ont été ensemble, se sont séparés quand même avec fracas. Et sur le mécontentement de Mabry, on ne va pas revenir sur cette histoire, mais en tout cas, leur séparation ne s'était pas faite de la bonne manière. Alors, Ténébé parlait tout de suite d'un dynamisme de l'arène politique. Est-ce qu'au regard de ce dynamisme-là, on peut s'attendre à un retour de Mabry Twaqueusse au RHDP? Oh, est-ce qu'on va faire ce raccourci-là? Parce que Mabry a rencontré le chef de l'État, alors ça annonce son retour au RHDP. Bon, c'est à lui de voir, mais moi je pense que on pourrait aussi faire une autre interprétation. Laquelle? Que Alassane Ouattara, le président de la République, reconnaît désormais que l'UDPCI est un parti qui compte. L'UDPCI est un parti qui compte parce qu'en recevant son chef, il rehausse quand même l'image de l'UDPCI. Bon, maintenant, qui est demandeur de la rencontre? Est-ce Mabry Twaqueusse? Est-ce Alassane Ouattara? Je pense que si cette rencontre a eu lieu, cela n'a pas été fortuit. Il sait qu'il y a eu des initiateurs. Je peux aussi penser qu'il y a eu des facilitateurs. Donc, on va attendre pour voir ce qui peut arriver. Mais je veux aussi mettre dans la balance qu'il y a eu une telle rencontre entre le président de la République et son ancien et son ami Amontano, je veux dire. Et les deux aussi s'étaient séparés sur un clash. Et puis bon, il y a eu ce qu'on appelle le retour en grâce de Amontano. Mais justement, parlant de clash, quand on a entendu Mabry Twaqueusse au stade Félix Houphouët-Boigny lors de ce meeting de l'opposition, où il a tenu des mots un peu, on va dire, un peu durs à l'endroit du président Ouattara, il a contesté sa candidature. Et puis aujourd'hui, on le voit au palais en train d'échanger avec le président Ouattara. Ben, ça ne fait pas l'autre moment des choses. Hein. C'est quand on est en politique. On le considère un peu comme quelqu'un d'inconstant politiquement. Oui, bon, ça c'est l'interprétation des gens. Mais moi, je vais dire que la politique a ceci de particulier. Savoir que les raisons d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Donc, comme il a dit, cela dénote du dynamisme de l'arène politique. Je crois qu'entre 2020 et 2022, la situation a beaucoup évolué. Peut-être que les deux hommes se sont parlé à travers divers canaux et cette rencontre-là est venue peut-être pour concrétiser ce qui se faisait en sous-main. Mais dire que Mabry Twaqueusse va se réverser encore dans le RHDP, eh bien, ma foi, si cela devait arriver, il faudra alors désespérer de la classe politique. Mabry, retour au RHDP, c'est possible? Oui, bon, en politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Et un retour de Mabry au RHDP, ce n'est pas à exclure. C'est clair qu'à la première réunion, à la première sortie, venir acquiescer qu'effectivement je retourne au RHDP le discréditerait davantage. Alors, pour vous permettre de rebondir sur ce que Debailly a dit, un retour de Mabry au RHDP, si cela arrive, il faut désespérer de la classe politique ivoirienne. L'homme politique a un angle de regard précis et ne regarde que l'intérêt. Quel est l'enjeu de l'acte qu'il pose? Si aujourd'hui la rencontre entre ces deux hommes a lieu, c'est que les deux ont pu mesurer l'intérêt de leur retrouvaille sur chacun d'eux. Si le président Ouattara a accepté de recevoir le président de l'UDPCI, Mabry Twaqueusse, cela veut dire que lui aussi, il estime que ça contribuera à... il a des avantages à le faire. Et si Mabry Twaqueusse a accepté
d'aller à cette rencontre. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais de repositionnement. N'oubliez pas qu'il y a quand même un précédent. Et que Mabry Twakus, il y a une frange interne de son parti qui réclamait la dissolution du parti, d'autant plus que le parti était membre de l'Alliance. Donc, aujourd'hui, si le président le reçoit en tant que président de l'UDPCI, c'est ceux-là qui sont désavoués. Donc, c'est une forme de repositionnement pour lui. Et d'ailleurs, il a participé au dialogue politique. Donc, tout cela montre que c'est une forme de légitimation qui est au profit des Mabry Twakus qu'on vient de voir. D'accord, c'est bien compris. Au sorti de l'audience avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président de l'UDPCI, Mabry Twakus, a livré à la presse quelques détails sur la teneur des échanges qu'il a eu avec Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux. Nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Alors, Sylvain Debailly, quand vous écoutez ces propos de Mabry Twakus relativement à son audience avec le président Ouattara, cela vous inspire quoi comme commentaire? Mes commentaires ne peuvent pas être autres que les propos tenus par Mabry Twakus lui-même. Quand il donne les raisons pour lesquelles il est allé rencontrer le chef de l'État, je pense que ce sont des raisons qui sont fondées. Le dialogue politique vient de s'achever, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites de façon individuelle. Chacun usant de ses relations peut aller voir le président de la République pour dire que monsieur le président, ceci, tel aspect important, tel aspect comme ci, donc il faut y aller vite, il faut aller vite là, il faut aller peut-être contenter les uns des autres ici. Donc pour dire que finalement c'est une rencontre qui vaut quand même son pesant d'or. Et c'est ce genre de rencontre qu'il faut quand même encourager pour pouvoir décrisper l'atmosphère politique, parce que quand les hommes ne se parlent pas, la situation devient stressante et c'est ce qui nous amène au dérapage. Donc ce genre de rencontre est à multiplier. Aujourd'hui, le chef d'État a rencontré son ancien allié Mabry Twakus. Peut-être que demain, il va rencontrer bien d'autres encore et cela va quelque part déstressé. Nous allons, il ne faut pas l'oublier, nous allons vers une nouvelle échéance électorale. 2023. Il faut qu'il y ait moins de stress, moins de pression pour qu'on puisse aborder ce virage-là avec beaucoup plus de positivité. Et donc, il a également dit une chose, il est président de région. Vous savez, la décentralisation telle qu'elle se vit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment le bon tempo pour le moment. En tout cas, quand on entend parler les différents présidents des régions, quand on entend parler les différents maires qui n'ont pas toujours le budget auquel ils ont droit pour pouvoir travailler. Vous allez à travers les régions, outre
les chantiers de l'État central, les régions ne font pas beaucoup parce qu'elles sont bloquées dans leur élan, des problèmes de budget. Par le gouvernement. Voilà. Donc tout ça, quand on rencontre le président de la République, c'est des problèmes qu'on a l'occasion de poser. Donc je pense que ce n'est pas inutile. Il a également parlé des conseils du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il vient d'une région d'où vient également le ministre de l'Intérieur. Et très souvent, il peut y avoir des rivalités politiques et on en a entendu assez. Il y a également son ancien dirigeant de parti qui est flindé, qui est aujourd'hui bombardé ministre-gouverneur. Vous voyez ce que ça peut faire comme relation conflictuelle entre différents cadres. Donc, quand on accorde le président de la République, c'est des problèmes qu'on pose pour pouvoir débloquer certaines situations. D'accord. Taneb Ousmane, c'est à propos de Mabry Twakeus. Oui, il faut saluer, se féliciter de cette rencontre. Et comme il l'a dit, les points qui ont été au centre des échanges entre lui et le chef de l'État sont des points importants qui concernent la vie des populations. Et donc je pense que voilà, il faut multiplier ce genre de rencontres avec les autres acteurs politiques pour faire en sorte que désormais tout le monde soit orienté vers le développement plutôt que d'être tiraillé par les querelles. Il a parlé de décentralisation pour détailler, ce n'est pas le bon tempo en ce moment. Bon, moi je vois les choses plutôt sur le bon tempo, d'autant plus que la décentralisation est en train de prendre un autre cap. On a parlé il y a d'abord les collectivités décentralisées traditionnelles qu'on connaît, mais aujourd'hui, il y a des ministres-gouverneurs qui sont nommés. C'est vrai qu'on entend des critiques ici et là, mais si ces ministres-gouverneurs sont, de mon point de vue, installés et qu'on leur donne les moyens de conduire leur action, ce sera vraiment une aubaine pour le développement équilibré de la Côte d'Ivoire. Alors, parlant de la rencontre Ouattara et Mabry Twakeus, certains considèrent cela comme une manière d'isolement du président Bédié et du président Gbagbo. Mabry, pour avoir été aux côtés de Bédié, Amontano qui a été reçu par le président Ouattara, Afin Guessan qui a été reçu par le président Ouattara, toutes ces personnes ont été aux côtés du président Bédié pendant la présidentielle de 2020. Et aujourd'hui, ces personnes ont été reçues par le président Ouattara. D'aucuns estiment que Bédié et Gbagbo sont isolés. Ah, mais Ouattara a reçu Bédié et Gbagbo, non? C'est pourquoi je parle de dynamisme de l'arène politique. Ils sont isolés politiquement. Isolés, aucun, au sortir de ces rencontres avec le président de la République, n'a renié ses liens, ses relations avec ceux-là. Tout à fait. Et moi, je vois déjà même, et je le souhaite ardemment, une rencontre entre les trois grands. C'est-à-dire Bédié, Ouattara et Bédié, Ouattara et Gbagbo. Donc je ne pense pas qu'on soit... C'est vrai qu'à l'avenir, ça peut influencer ici et là les relations pour qu'on ait une recomposition de l'arène politique. C'est possible, mais pour le moment, je pense que il faut encore être il faut être prudent. D'accord. Non, moi je ne vois pas ça en termes d'isolement. Il n'y a aucun signe qui prouve que c'était une volonté d'isoler Bédié et Gbagbo. Bédié et Gbagbo constituent un axe de la politique ivoirienne. Est-ce qu'ils ont derrière eux une masse de militants? En quoi une rencontre entre Mabry et Alassane Ouattara pourrait contribuer à les isoler? Non. Je pense que cette rencontre elle est républicaine, elle s'inscrit dans la bonne marche des affaires de l'État. Et dire que au sortir de cette rencontre ici, parce que les uns et les autres le disent, c'est pour que Mabry retourne au RHDP et tout ça. Moi, je disais tout à l'heure que si cela devait être le cas, il faut désespérer de la classe politique. Parce que je crois bien qu'on peut être utile à la Côte d'Ivoire en étant président de l'UDPCI. D'accord. Il n'y a pas seulement à être au RHDP. Ce n'est pas seulement au RHDP qu'il faut aller chercher le bonheur de la Côte d'Ivoire. On peut être contribuer au bonheur de la Côte d'Ivoire en étant chef du PPACI, en étant président du PDCI. Et donc, chacun restant collé à ses convictions, il peut contribuer à l'avancement du pays, il peut contribuer
n'est-ce pas, la construction politique et économique de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin toujours de se renier, parce qu'après tout, il faudra donner un exemple, il faudra donner un modèle à toute cette nouvelle génération qui a envie de faire de la politique. D'accord. Flashback à présent sur l'émission de la semaine passée. L'un des thèmes évoqués à cette occasion nous intéresse ce soir. Il s'agit de la situation à la Fédération ivoirienne de football. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette émission et puis on revient pour le commentaire. Auquel on assiste au niveau de la FIFA, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une volonté manifeste de la FIFA d'imposer leur candidat. Et qui est ce candidat? De la FIFA. Bien évidemment, Didier Drogba. Je pense que nous tous, nous apprécions... Vous pensez que ces réactions, ces actions de la FIFA sont en faveur de Didier Drogba? Nous apprécions à sa juste valeur Didier Drogba, c'est une icône du sport ivoirien. Moi-même, je suis un de ses fans. Mais je pense qu'il y a des textes qui régissent le fonctionnement de la FIFA. Et ces textes-là ont été appliqués à toutes les élections qui ont vu les différents présidents de la FIFA se succéder. Monsieur Dao affirme que la FIFA avait imposé Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Moi, personnellement, je suis un peu gêné. Parce que, comme on l'a dit, la FIFA, dans son article 5, tenu à respecter les directives de la FIFA et de la CAF et de l'UEFA. Donc, s'il y a eu, comment dirais-je, moi je peux dire entre guillemets des cafouillages au niveau de la FIFA, si la FIFA envoie des directives pour que nous sortions de ce feuilleton sportif, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de dire qu'on va imposer, comment dirais-je, un leader, parce que comme on l'a dit, un candidat à la tête de la FIFA. À l'instant d'écouter nos invités de la semaine passée, Dao Sekou, analyste politique, et Sama Zeyi, journaliste à Le Quotidien d'Abidjan. Alors, tenez bien, vous avez écouté les différentes positions. L'autre estime que ce qui se passe en ce moment à la FIFA, c'est une volonté manifeste de la FIFA d'installer Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et Sama Zeyi, de son côté, dit non. Oui, vous savez, c'est regrettable que le débat autour de cette élection soit crispé sur ces positions. J'aurais souhaité qu'on parle d'autre chose. D'autre chose, c'est dire plus la valeur des candidats, plutôt que de s'accrocher sur ces détails. C'est vrai que pour les candidats, c'est important. Quand on a le sentiment que, bon, voilà, on ne souhaite pas que tel ou tel soit candidat, ou du moins, quand on pense que telle disposition est à notre défaveur, on peut comprendre ce type de débat. Mais de mon point de vue, tous les candidats devraient être acceptés. Tous ceux qui veulent diriger la FIFA. C'est vrai, on va me dire que non, chaque structure a ses règles. Mais ici, il s'agit de relever le football ivoirien, dont l'image a été écornée par cette crise de la FIFA. Il faut que... heureusement, la date est fixée, on dit que c'est le 23 l'élection. Voilà, donc je souhaite vraiment que ce soit une élection qui rassemble les gens. Voilà, qu'on sort de ces interprétations, parce qu'on ne s'entendra jamais. Les positions resteront toujours figées selon les positions de tel ou tel candidat. Donc il faut qu'on aille de l'avant et regarder l'avenir du football ivoirien. Alors Debaï, comment vous, de votre côté, vous analysez ce qui se passe en ce moment à la Fédération ivoirienne de football? Oui, malheureusement, le débat est devenu un débat personnalisé. Quelqu'un disait qu'autrefois, il y a eu l'élection à la FIFA, il y a eu l'élection de Diego Senou, il y a eu l'élection de Jacques Anouma, il y a eu l'élection de Sidi Diallo. On n'avait pas entendu ce qui se dit aujourd'hui. C'est des élections qui avaient été beaucoup plus sereines, où le public ivoirien, je veux dire, les amateurs du football en Côte d'Ivoire n'ont même pas eu à dire un mot. Et puis bon, c'est des élections qui sont passées comme ça, bon, sans même qu'on ait à dire, à émettre des opinions, ça et là. Pourquoi aujourd'hui, une élection où est engagé Didier Drogba fait autant de polémiques? Je crois que le débat est personnalisé et
comme le disait tout à l'heure mon cher ami, c'est regrettable. C'est regrettable qu'on en soit arrivé là. On aurait pu faire une élection beaucoup plus sereine. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue que ce n'est pas Didier Drogba qui a imposé, ma foi, la normalisation. Il y avait bel et bien quelques problèmes à la FIFA lorsque la FIFA a intervenu pour mettre le haut là. Tout le monde sait bien que la FIFA agit comme ça un peu partout où il y a des problèmes. Cela s'est vu au Cameroun, cela s'est vu, je crois, au Bénin. Et ça a toujours été comme ça. La FIFA a intervenu pour réguler des processus électoraux. Pourquoi à Côte d'Ivoire, veut-on y voir forcément une main invisible, celle de Didier Drogba? Bon. Et puis, est-ce que Didier Drogba serait aujourd'hui le mal-aimé du football ivoirien? Je pense que c'est un monsieur qui a quand même apporté à la Côte d'Ivoire en tant que joueur, mais aussi en tant qu'ambassadeur finalement mondial de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu une vidéo du président Alassane Ouattara où, pour se présenter à la reine d'Angleterre, a dû dire que oui, qu'il venait du pays de Didier Drogba. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut aller à la sérénité maintenant. Il faut aller à la sérénité. La FIFA a donné des directives. Oui, et je crois que la sagesse ivoirienne est intervenue et tout le monde a compris le bien fondé des conseils de la FIFA. Alors, la FIFA a parlé de 4 parrainages, oui, sans catégorisation. Sans catégorisation. Et le CONOFIF propose 5 oui, sans catégorisation. Et puis, l'élection a été fixée au 23 avril 2022. Okay. Est-ce que ce décalage qui existe entre les chiffres, on peut s'attendre véritablement à une élection le 23? Oui, mais je pense que si les deux regardent désormais dans la même direction, c'est-à-dire que ici, l'expression sans catégorisation, si tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas catégoriser, je crois que entre le chiffre 4 et 5, on n'est qu'à un pas. Donc, pour le bien du football ivoirien, je pense qu'on peut lâcher du lest, on peut trouver le bon tempo. Donc ça ne va pas poser problème. Il faut aller à cette élection-là pour mettre fin à toute cette polémique qui n'a que trop duré. Il faut aller à cette élection parce qu'il y a des défis qui nous attendent. Il y a que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique en 2023. Si on n'a pas encore fait l'élection du président de la FIFA, ça va nous porter préjudice quelque part. Il faut aller à cette élection pour pouvoir un peu normaliser notre football ici au plan national. On a un championnat qui compte quand même de bons joueurs, mais que personne ne voit. Et on a un championnat en Côte d'Ivoire, alors que les jeunes Ivoiriens sont plutôt branchés sur les championnats étrangers. Il faut inverser, il faut aller à cette élection pour inverser cette tendance-là. C'est ce que je crois. Alors, Telembe, est-ce que cette élection du 23 avril 2022 va sonner la fin des problèmes du football ivoirien? Je le souhaite ardemment. Je le souhaite ardemment. Parce que ce n'était pas honorable pour le football ivoirien de s'exposer, comme on l'a vu, au point de nous imposer une normalisation. Et Debaï vient de dégrainer tout à l'heure les défis. Ils sont nombreux. Il faut aller à cette élection et permettre maintenant de donner un autre visage à notre football. C'est ce qui est le plus important. D'accord. Dernier virage de cette émission, direction le Mali, où les chaînes françaises RFI et France 24 ont été suspendues par la transition. Je vous propose de savoir plus sur cette situation dans cet élément commenté par Mustapha Ismaïla. Dans un communiqué publié le jeudi 17 mars 2022, le gouvernement de la transition malienne a annoncé engager une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de la radio RFI et de la télévision France 24 dans l'ensemble du pays. Le gouvernement malien rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA, forces armées maliennes, et engage une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et France 24, a précisé les communiqués signés du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, et transmis à l'AFP. France Média Monde déplore cette décision.
France Média Monde, qui réunit France 24, RFI et MCD, a pris connaissance de cette procédure. Le groupe déplore cette décision et proteste vivement contre les accusations infondées mettant gravement en cause le professionnalisme de ses antennes, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le gouvernement malien estime que ces fausses allégations ont été rapportées notamment dans un reportage des 14 et 15 mars 2022 dans lequel RFI a donné la parole à des victimes présumées d'exactions qui auraient été commises par l'armée malienne et le groupe privé russe Wagner. La junte rejette catégoriquement ces allégations contre les variantes Fama, précise le communiqué du colonel Maïga, qui interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'information et aux journaux maliens, la rediffusion ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24. Le colonel Maïga estime en outre que les agissements de RFI et France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines qui avait encouragé le génocide au Rwanda en 1994. Alors, très bien, RFI, France 24 ont été suspendus. Pour vous, est-ce que c'est une décision qui se justifie? C'est toujours une mauvaise nouvelle pour nous journalistes d'apprendre que il y a une suspension qui frappe un confrère. Donc déjà, sans entrer trop dans les détails, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que, vous le savez, les médias jouent un rôle très important et on sait que chaque fois que des gens sont en conflit, chacun cherche à contrôler les médias. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe de l'autre côté. Je ne dis pas que alors, les accusations, les reproches faits au travail professionnel des confrères de RFI. Justement, on les accuse de vouloir déstabiliser les autorités en place. Oui, je pense que l'accusation est un peu trop forte. Et la décision, on peut reprocher à un reportage à un déséquilibre ou du moins le manque, certaines insuffisances. Mais aller jusqu'à la suspension, je pense qu'on est allé un peu trop loin. Mais bon, je sens que c'est une affaire qui va... C'est une affaire géopolitique, d'autant plus que le président français lui-même est intervenu et il en a fait une dénonciation, une affaire personnelle. Et on a vu les commentaires que ça a suscité ici et là. Et surtout que lui-même, la France elle-même a eu à faire des suspensions à l'endroit de certains médias russes. Donc quand vous faites ça, alors vous ne pouvez pas dénoncer l'autre côté. C'est ce qui est un peu gênant. Sinon, dans la forme, demander la suspension d'un organe de presse, quelque part, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Débaillé, les autorités maliennes sont allées trop loin avec cette décision de suspension de RFI et France 24. Elles ont certainement leur raison, mais ce que je veux dire, c'est que RFI et France 24 ont toujours été les mal-aimés là où il y a des crises, là où les crises internes sont souvent aiguës. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire à une certaine époque. Ça a été le cas partout en Afrique où sur les terrains de conflit. J'ai dit les mal aimés parce que souvent on ne les aime pas, mais on est toujours agrippé à leurs informations. Et ce sont les médias qui sont beaucoup suivis. Voilà, qui sont très suivis, des médias très suivis. S'ils sont très suivis, c'est parce que quelque part il y a ce brin de professionnalisme quand même qui les anime, qui anime leurs animateurs. Et donc, il faut déplorer la mesure prise par les autorités maliennes, mais en même temps, il faut analyser de fond en comble pourquoi elles sont arrivées à une telle décision extrême. Est-ce que RFI et France 24 sont aujourd'hui les auteurs de la crise au Mali? Dans une certaine mesure, je dirais non. Je dirais non. Elles se sont toujours assignées le devoir d'informer. Maintenant, dans ce canevas qu'on se donne, dans l'information qu'on se donne, ça peut ne pas plaire comme ça peut plaire. Mais le journaliste n'est pas toujours là pour satisfaire le politique. Le journaliste est là pour dénoncer des situations, pour rapporter des situations, pour dire ce qui ne va pas, pour dire aussi ce qui va. Voilà. Mais bon, quand on regarde un peu aussi, quand on lit un peu ce que les autorités maliennes reprochent à ces deux médias, et quand on regarde aussi, quand on fait un peu
rapidement le monitoring de la couverture des événements au Mali par ces deux médias. Quelque part, on va dire que le gouvernement a peut-être anticipé, a peut-être pris des mesures pour pouvoir peut-être se protéger. Pourquoi je le dis? Parce que dans le reportage également, on a quand même cette impression, on sent quand même cette volonté de nuire quand même au groupe Wagner. Là où les autorités maliennes disent officiellement que Wagner n'est pas au Mali, RFI et France 24 ont toujours tendance à faire admettre le contraire. Voilà, donc ça aussi, bon, peut-être qu'ils ont leurs preuves, mais je vais dire qu'il faut faire attention en temps de crise, parce que une petite information erronée ou vraie qui est balancée comme ça peut avoir des répercussions très graves. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, on parle même d'exactions aux frontières entre le Mali et la Mauritanie, des gens qui disparaissent sans qu'on ne sache qui est l'auteur de cette disparition. Ça, c'est des informations qui sont très sensibles et quelque part il faut faire attention aussi. On a notre responsabilité de journaliste qui est souvent engagée. Il faut faire jouer cette responsabilité-là avec honnêteté et avec honneur aussi. D'accord. Est-ce une volonté pour le pouvoir malien de faire taire les voix discordantes au Mali? C'est ce que certains pensent. La délicatesse du travail du journaliste, c'est surtout en ces périodes de conflit, de guerre. Parce que les éléments de langage, selon là où on se trouve, est différent. Quand vous êtes en France, Wagner, c'est le terme qu'il faut employer pour parler des Russes qui sont au Mali. C'est ça. Et quand vous êtes au Mali, il faut parler d'instructeurs russes. Il faut parler de collaborateurs russes. Donc vous voyez, les éléments de langage sont différents. Hein, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les autres parlent d'opérations militaires. Ça, c'est Vladimir Poutine et la Russie parlent d'opérations militaires, alors que de l'autre côté, on parle d'invasion russe ou de guerre en Russie. Donc, nous, journalistes, dans une telle posture, ça devient compliqué. Vous n'allez pas dire à RFI, dont on connaît un peu le lien, de venir utiliser les éléments de langage du Mali. Ce serait un peu compliqué. Je comprends la délicatesse de leur travail. Mais il faut reconnaître que ce sont des médias qui ont du professionnalisme reconnu. D'accord. Voilà. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, mais le faire savoir rapidement en 30 secondes. Il a fait allusion à quelque chose qui me paraît important de souligner, c'est-à-dire que dans l'agir des gouvernements, vous voyez, c'est le gouvernement malien qui suspend France 24. Là, il vous reste 20 secondes. Oui, France 24 et RFI. Et de l'autre côté, dans la guerre en Ukraine, on voit que les médias russes sont suspendus. Donc, ça voudrait dire que personne ne devrait donner de leçons à personne. Voilà, sur ce plan-là. Et je pense que finalement, il faut revenir à la sérénité. Bon, et puis, bon, voilà. Merci beaucoup, Sylvain Debailly, journaliste à connexioivoirienne.net. Tenebe Ousmane, secrétaire général de rédaction du quotidien L'Avenir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à commenter l'actualité de cette semaine ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Restez toujours fidèles au programme de l'Intelligent TV. Merci et puis à bientôt.